Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes un politologue reconnu, professeur à Sciences Po Paris. Vous avez été aussi, ça rejoindra notre débat, un des arbitres, un des garants du grand débat national sur la crise de la démocratie. C'est important. Vous consacrez un que sais-je limpide, pertinent et j'ajouterais précieux au populisme. Alors, pourquoi parle-t-on de populisme aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a plus de partis politiques de masse, il n'y a plus d'idéologie, donc c'est le retour du peuple. Donc quelque part, réjouissons-nous, le peuple est revenu. Voilà, on peut se réjouir. On peut se réjouir parce que dans le populisme, il y a peuple. Et quand le peuple est de retour, il faut se réjouir. Ensuite, tout ça se gâte. Voilà, ça se gâte. Qu'est-ce qu'on fait du peuple ? Qu'est-ce qu'on fait du peuple ? Il y a deux peuples. Il y a le démos et l'ethnos. Expliquez-nous la différence. Tout à fait. Alors, l'ethnos, c'est un peuple qui est défini par des caractéristiques, qui peuvent être des caractéristiques ethniques, ça rappelle en effet d'assez mauvais souvenirs, par des caractéristiques ethnoculturelles, on dirait aujourd'hui, alors que le peuple du démos, c'est un peuple différent. C'est un peuple qui est constitué à partir des citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, leur origine culturelle. C'est le peuple des petites gens aussi, des gens d'en bas. C'est le peuple populaire. Et c'est quelque part le peuple de la Révolution française, de la République. Voilà. On adhère à des valeurs, peu importe la couleur de peau ou la langue qu'on parle. Voilà, tout à fait. C'est le peuple de la Révolution française. C'est le peuple tel que, par exemple, le décrira Michelet, Jules Michelet au XIXe siècle. C'est un peuple, en effet, qui ne fonctionne pas du tout comme le peuple tel qu'il va apparaître en Allemagne, le Volk, c'est-à-dire un peuple qui est défini à partir de ses racines ethniques, notion du peuple qui sera ensuite, en effet, utilisée à satiété par le nazisme. Donc ça donne aujourd'hui deux populismes. Un populisme plutôt de droite, national-populiste, rattaché à l'ethnos, et un populiste protestataire, plutôt sociétal, qu'on pourrait qualifier de gauche. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le premier l'a emporté sur le second, que le populisme sociétal protestataire s'essouffle et que le national-populisme est musclé? Oui, le national-populisme est musclé. Il suffit de regarder les dernières élections européennes. Vous aviez des formations populistes en tout genre, partout. Dans, en effet, mon petit bouquin, je précise qu'il y a des populismes de gauche, comme vous venez de le dire, des populismes de droite, et même des populismes d'ailleurs maintenant. Le mouvement 5 étoiles, par exemple en Italie, bien malin, ou les mouvements des honnêtes gens, par exemple, tel que ça se développe en Europe centrale et en Europe de l'Est. Il faut bien malin pour savoir d'où ils viennent idéologiquement. Donc, il y a des populismes, et non pas un seul populisme, mais ces populismes partagent des traits communs. Et celui qui a emporté la lutte, c'est de manière très claire le national-populisme, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'ailleurs. Parce que le problème n'est pas simplement un problème de l'extension du populisme en Europe, mais du populisme dans le monde. Et des grandes puissances aujourd'hui sont dans les mains de grands leaders populistes. Il suffit de penser à l'Inde, avec son Premier ministre Modi, qui est l'archétype même. Les Philippines, le Brésil. Les Philippines, le Brésil. La fin de l'histoire, c'était ça finalement. La fin de l'histoire, ça a été le début d'autre chose, c'est-à-dire un monde mondialisé où, n'ayant plus un grand affrontement d'idéologie, les populismes ont pu prendre la place vide. Ils ont pris l'espace politique qui était vide sur les décombres des idéologies anciennes, le marxisme, le libéralisme, la démocratie chrétienne, tout ça s'est délité, le socialisme démocratique. Donc, ils se sont installés sur cette scène politique qui était laissée vacante et ils ont offert à la fois un instrument de lecture simple, certains diraient même simpliste, un peu de la société, et des moyens d'action, là aussi assez simples, mais qui peuvent dégénérer parce que de temps en temps, ces moyens d'action, on s'aperçoit qu'ils ne se situent plus tout à fait dans ce que nous avons l'habitude d'appeler la démocratie libérale et pluraliste. Certes. Pourquoi ne voulez-vous pas assimiler ce populisme au fascisme? Qu'est-ce qui les différencie? Alors, c'est très différent parce que le fascisme, ça a un sens historique. Ce sont un ensemble de forces politiques qui apparaissent. Le premier, bien sûr, c'est en Italie. Déjà sur les décombres des valeurs anciennes, après la guerre de 14. Sur les décombres il y a des points communs dans la conjoncture qui va favoriser ce type de parti. Mais le fascisme, c'était une conception
tout à fait particulière, en particulier en ce qui concerne l'organisation de la société. Ils étaient persuadés qu'il fallait une organisation corporatiste de la société. Vous ne retrouvez pas cette dimension corporatiste dans les différents populismes aujourd'hui. Et puis aussi dans le fascisme, il y avait une volonté d'avoir un seul parti politique et de ne pas jouer le jeu de la démocratie. La démocratie était haïe. Or, les populistes, c'est tout à fait différent. Aucun populisme aujourd'hui ne propose que l'on passe au système du parti unique. Aucun ne propose une dictature. Et personne ne propose de sortir de la démocratie. Et même parfois, ils s'avancent en disant qu'ils veulent démocratiser la démocratie. Rendre la parole au peuple. Est-ce que c'est pas la nouvelle ruse du fascisme rebaptisé populiste, c'est-à-dire démocratie, mais autorité, démocrature. Oui. On fait voter les gens, comme ça ils sont contents, le peuple existe, mais derrière on sert. C'est ce qu'on voit en Turquie, c'est ce qu'on voit en Hongrie, c'est ce qu'on voit en Russie. Tout à fait. On peut avoir en effet un phénomène de ruse et de ruse politique, où là, quelque part, le populisme peut avancer dans un premier temps masqué pour révéler sa profonde nature qui serait celle du retour d'un nouvel autoritarisme. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les analyses précises, je pense aux analyses de De Felice, cet historien italien sur les fascismes, il y a eu un premier fascisme qui était un fascisme là aussi extrêmement populaire. Et puis après, on a découvert l'envers du décor, le fascisme régime, qui était un fascisme en effet de la dictature. Le populisme combat les élites. Donc assez rapidement, quand on dit élite, on dit oligarchie, on dit argent, et on arrive à l'antisémitisme. Oui. Est-ce qu'il y a un lien automatique entre populisme et antisémitisme? Non, il n'y a pas de lien automatique. Il y a des populismes qui sont tout à fait exempts d'antisémitisme aujourd'hui, contrairement au fascisme, bien sûr, au national-socialisme, où là, c'était une composante extrêmement forte. Même dans le fascisme italien, qui était quelque part, si l'on peut dire, avec de multiples guillemets, plus modéré que le national-socialisme. Plus mou, dirait Gérald Darmanin. Plus mou, dirait Gérald Darmanin. Mais il y avait une dimension antisémite qui était évidente. Là, l'antisémitisme se retrouve dans certains national-populismes. Par exemple, en France, le Front National, avant l'évolution du Rassemblement National, le Front National était de manière claire une formation dans laquelle les thèmes antisémites étaient extrêmement présents. Vous avez été garant de ce grand débat national qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, était-ce un populisme de gauche? Ils n'ont pas voulu avoir de chef, ils se sont entre-dévorés. Est-ce que ça relevait du populisme? Oui, c'est un mouvement social. Là, on quitte la scène politique stricto sensu. C'était un mouvement social très contemporain, typique de ces mouvements sociaux populistes qui s'inventent. On n'a pas été sensible au début, mais souvenez-vous, il y a quelques années, en particulier ce qu'on avait appelé en Bretagne le mouvement des bonnets rouges. C'était un mouvement qui échappait aux catégories politiques. Il était ni nourri par la gauche, ni nourri par la droite. Il y avait des gens qui venaient des deux horizons. Il dépassait ce clivage gauche-droite. C'était un mouvement extrêmement réticulaire, très horizontale. On retrouve toutes ces caractéristiques dans le mouvement des Gilets jaunes, j'allais dire avec une violence en plus. Et le mouvement des Gilets jaunes, il est passionnant parce que dans cette volonté sur laquelle vous avez insisté de ne pas avoir de chef, c'est-à-dire de ne pas avoir de représentant, oui, on met en cause la notion même de démocratie représentative, puisqu'on estime, comme le faisait Rousseau il y a bien longtemps, que la souveraineté populaire ne peut pas être représentée. Et le populisme joue beaucoup sur cette thématique qui, en France, est un héritage révolutionnaire. Est-ce que l'on peut, et c'était un peu un des objets du grand débat, restaurer la démocratie représentative, la rendre de nouveau aimable pour le peuple, oui, en faisant des conventions citoyennes, des référendums d'initiative populaire, la proportionnelle? C'est utile ou ça sert à rien? Non, c'est utile, parce que il y a deux sorties. Il y a deux sorties. La première sortie, c'est le régime autoritaire. Vous commencez à en voir les linéaments au cœur même de l'Union européenne. Dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, il y a des tendances qui sont de réelles tendances autoritaires aujourd'hui. On cherche à lutter contre l'indépendance de la justice constitutionnelle, contre le pluralisme de la presse, ça veut dire... Mais l'ordre règne. Voilà, mais l'ordre règne. Ça, c'est la première sortie. Bon, pour des démocrates qui ne se retrouvent pas dans cette sortie par la démocratie illibérale, qui est même théorisée par M. Orban aujourd'hui, qui dit au fond que son schéma, c'est la démocratie illibérale. Mais dans le illibéral, tout est dit. Si on refuse cette voie,
Il y a une deuxième voie. C'est la seule voie possible. C'est démocratiser la démocratie. C'est-à-dire aller vers ce qu'un excellent prof de droit public, Dominique Rousseau, appelle la démocratie continue. C'est-à-dire qu'en dehors des moments électoraux qui sont les moments de la démocratie représentative, introduire, par exemple, ce qu'on appelle la démocratie consultative, la démocratie participative, et puis ne pas oublier que la démocratie directe peut, dans certains cas, être extrêmement utile. Le référendum, voilà. Alors, prenons la situation politique actuelle maintenant. N'y a-t-il pas un recul du populisme en Europe? Oui, vous avez cité Orban, la Pologne, mais Salvini a perdu la main en Italie. Orban s'est fait virer du Parti populaire européen. Marine Le Pen a raté les européennes, enfin elle n'a pas fait mieux qu'avant, et elle a raté les municipales. En revanche, les régionales ne seront pas faciles. On peut se dire qu'il y a un essoufflement de ce populisme. Alors, il y a un essoufflement partiel, parce que tout de même, la crise des partis, les interrogations des citoyens sur la démocratie continuent. Les gens ne sont pas satisfaits avec le régime tel qu'il fonctionne. Vous prenez les dernières enquêtes, il y a encore aujourd'hui à peu près 3/4 des Français ou 2/3 qui considèrent par exemple que la démocratie est un régime qui ne fonctionne pas très bien. Vous voyez. Donc il y a un malaise démocratique. Et c'est sur ce malaise, sur ce manque, j'allais dire démocratique, que prospère le populisme. Et tant que les réponses ne seront pas convaincantes venant des partis de l'arc démocratique, qu'ils soient de gauche ou de droite, ou d'ailleurs pour la Macronie en France, eh bien, le populisme continuera à prospérer sous différentes formes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui en France, certains commentateurs évoquent, voire pronostiquent la victoire de Marine Le Pen en 2022. Tout de même, est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur? Elle n'a toujours pas d'alliés. Il faut des alliés pour gagner au deuxième tour. Oui. Il faut des alliés. On verra en effet à l'approche du deuxième tour ce qu'il en est. Si le fameux plafond de verre continue toujours à fonctionner ou s'il est tellement fissuré qu'il peut s'effondrer. Mais enfin, tout de même, vous pensez, depuis, 6 mois, tous les sondages d'intention de vote présidentielle, sur des échantillons parfois tout à fait conséquents, annonce au second tour une Marine Le Pen entre 45 et 47% des suffrages, et même 48 dans un dernier sondage. Vous vous rendez compte, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que même si il y a un doute par rapport à Marine Le Pen, la force populiste, nationale populiste qui est derrière elle, est devenue une sacrée réalité. La pandémie, c'est une alliée du populisme ou au contraire, tout le monde s'est rallié derrière les pouvoirs en place et ça a fait taire le populisme? J'allais dire les deux. C'est une alliée parce que ça nourrit la mauvaise humeur, le mécontentement. Il suffit de regarder les sondages. Vous savez que la France est le pays dans lequel le peuple est le plus mécontent de la manière dont la crise a été gérée. Donc, c'est un allié, parce qu'on sait très bien que les populismes se nourrissent de cette hargne contre le système, qui est une hargne permanente. Mais aussi, les populistes auraient pu complètement rafler la mise s'ils avaient fait la preuve de leur capacité, en particulier aux États-Unis où ils étaient au pouvoir avec Trump et au Brésil avec Bolsonaro, s'ils avaient fait montre de leur capacité à être meilleurs que les autres. Mais ils ne l'ont pas fait, tout au contraire. Pascal Perrineau, le populisme, c'est dans la fameuse collection Que sais-je? C'est remarquable, ça met les idées en place. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.